Monsieur le Président, merci. Merci à ceux qui ont bien voulu m'inviter également. Donc, sujet vaste. Si on avait commencé à voyager, on va aller un peu plus loin encore. De l'autre côté de l'Atlantique et au-delà. Donc, je voudrais commencer ce propos en citant Alfred T. Mahan, qui a été le grand penseur de la stratégie maritime américaine à la fin du XIXe siècle et qui, pour illustrer ses propos, s'est beaucoup servi de la marine française et de la marine anglaise également. Donc évidemment, c'était incontournable. Donc selon lui, la hougue, qui à peu près augure la période qui nous intéresse aujourd'hui, sonne le glas de la marine de Louis XIV, donc la dernière grande bataille, je cite, des escadres françaises, et donc de conclure sur le déclin, sur un désastre assimilé à un coup de grâce. Alors certes, l'auteur américain atténue ses propos, voulant insister surtout sur l'épuisement du pays, sur les grandes dépenses dues à la guerre continentale, de quoi donc générer la guerre de course qui en soi marque la fin de la constitution d'escadres offensives. Donc au moins le théoricien de cette stratégie américaine reconnaît-il que la présence de corsaires en mer, en Manche particulièrement, a cet avantage que les Anglo-Hollandais conservent des escadres finalement pour protéger leur commerce, ne pouvant faire autre chose. Et encore, et finalement c'est très sympathique de sa part puisque ça permet, après avoir tapé sur les Français, de taper sur les Anglais, eh bien, dit-il, ces escadres anglaises donc, sont mal servies tant la valeur de la marine britannique est médiocre. Ce n'est évidemment pas moi qui parle, c'est lui. Et donc son administration est en pire encore. Donc le niveau très mauvais de la Navy aurait donc ainsi profité aux corsaires. Donc dernière chose, le coup de filet de Lagos, qui intervient en 1693 et la capture de la plus grande partie du convoi à destination de Smyrne, mené donc de main de maître par Tourville, mais insuffisamment relayé par ses adjoints, n'est pas considéré comme une opération de course, selon Mahan, mais comme relevant de la guerre d'escadre classique. Alors à tout le moins, il y a bien des inexactitudes dans ces propos. Surtout le problème de l'engagement naval n'est pas vu sur l'ensemble de ses composantes. Si l'on observe les procédures où la destruction de l'ennemi se mêle avec la prédation, il s'agit d'une course d'État. Avec ce plus que la capture de vaisseaux ennemis revêt un intérêt militaire, la prise des marchands revêtant un caractère économique et psychologique plus évident. Les Anglais évalueront les dégâts à 1 million de livres sterling, le marquis de Dangeau à beaucoup plus, 30 millions de livres sterling, soit plus du double. Cette opération est unique par son ampleur, ne se reproduira pas, mais, et c'est peut-être ça qui est important, elle a considérablement marqué les esprits. Mahan a d'ailleurs parfaitement raison lorsqu'il invoque un petit peu plus loin un trésor public, incapable de subvenir aux armements de la marine de guerre, s'associant aux capitaux privés, sans risquer rien qu'un matériel devenu inutile. Et donc le trésor récupère ainsi ses revenus du produit du pillage infligé donc à l'ennemi. Donc avec une formule plus heureuse, plus récente aussi, Daniel Dessert écrit qu'insensiblement l'économie l'économie de guerre induit la guerre économique, laquelle finit par impliquer la guerre de course. Alors plus récemment, lors d'une soutenance de thèse qui a eu lieu en 2008, Jean-Yves Nerzik suppose lui que la guerre d'escadre était de toutes les façons condamnée après l'échec de la Boîne, et ce malgré la victoire de Bévezier. La guerre d'escadre a pour objet la maîtrise de la mer, là-dessus tout le monde est d'accord, mais pour la marine du roi, dans les années 1680, et comme d'ailleurs à chaque conflit tout au long du XVIIIe siècle, y compris jusqu'à Napoléon, cette maîtrise doit permettre l'invasion de l'Angleterre. À chaque début de conflit, il y a toujours un plan d'invasion qui est là, et finalement, cette guerre d'escadre est détournée sur ce sujet, et souvent à tort. On parlait de théâtre d'opération qui était mal choisi. En mer, c'est la même chose. Surtout quand ce sont des terriens qui décident des opérations. Alors, sans doute, faut-il aller plus loin dans la réflexion relative à la guerre de la Ligue d'Augsbourg et sur certains points, sur celle de succession d'Espagne. Donc, je vous propose un certain nombre d'éléments, au nombre de 6, pour couvrir un petit peu ces deux périodes. D'abord, le maintien de la puissance maritime, même si on observe un déclin, mais un déclin qui est compensé quelque part par certaines variables d'ajustement.
Alors, en 1693, un mémoire récapitule l'état des forces navales après la hougue. Il marque l'augmentation du nombre des officiers, 1200 avec 950 gardes de la marine, donc de quoi assurer la relève, le remplacement des vaisseaux brûlés, le maintien à niveau des galères. La marine du roi aligne alors 119 vaisseaux, 43 frégates, 10 galiotes à bombe, 47 brûlots, 50 flûtes et plus de 9500 canons. Le budget alloué à la marine demeure à un niveau élevé, soit 32,7 millions de livres tournois. En 1697, donc à la fin de la guerre, ce budget n'a baissé que de 25%. Lorsque l'escadre de Tourville appareille de Brest pour la Gauze, donc on revient en 1693, elle embarque quelques 45 000 hommes, plus ce qui se passe à Toulon à cette époque, puisque le comte d'Étré a appareillé à la tête de 20 vaisseaux et de 35 galères. Donc ce sont un nombre important de bâtiments qui appareillent, aussi bien de Toulon que de Brest, et qui regroupent des dizaines de milliers de gens de mer. Durant les 3 premières années donc, de la guerre de succession, de puissantes escadres royales sont encore armées dès avant la déclaration de guerre, celle de D'Étré toujours, de Coëtlogon, de Château-Renaud, reste imposante. Si l'on prend l'escadre de Château-Renaud simplement, avec 30 vaisseaux qui partent en direction de la Havane, ce sont près de 13 000 hommes qui embarquent. Le budget de 1705 est revenu à 30 millions de livres tournois. Donc on a vu 32,7 après la hougue. Il reste en 1705 à 30 millions. Mais il est vrai, à la fin de la guerre de succession, la baisse n'est plus de 25% comme dans le conflit précédent. Cette fois, elle est de 50%. Et avec des dépassements de 5 millions du budget dès l'année 1704. Donc la situation, effectivement, se dégrade plus rapidement. Et clairement, Pontchartrain, dans un mémoire qui répond aux questions que lui pose Chanillard, évoque le produit de la course pour colmater les brèches, comme lors du conflit précédent. Mais cette fois, dans l'esprit du secrétaire d'État, il s'agit effectivement de recourir à la course dès le début de la guerre pour colmater des brèches prévisibles. Et en plus, l'alliance espagnole fera le reste, parce qu'il est clair qu'on doit tirer aussi de l'argent de l'Espagne. J'aurai peut-être le temps de développer cela. La bataille de Vélez-Malaga, alors donc qui est contemporaine de celle de Blenheim, on arrive toujours à trouver une contrepartie qui permet de se consoler, voit bien une cinquantaine de vaisseaux français affronter les Anglo-Hollandais, dont le nombre de vaisseaux d'ailleurs est à peu près voisin, donc en août 1704. L'année suivante, 60 vaisseaux sont encore armés, ce sera le cas en 1707. Donc c'est vraiment à partir de 1707 qu'on peut effectivement voir cette baisse de puissance, mais qui n'est en rien finalement véritablement un déclin. Il faut le rappeler, à la mort de Louis XIV, on est encore avec 80 vaisseaux effectifs, pour effectivement 120 réglés, c'est-à-dire 120 sur le papier, 80 en réalité. C'est dans les années qui suivent que cette marine tombe en déliquescence, puisque dès 1717, on n'a plus que 49 vaisseaux effectifs. Donc on est passé de 80 à 49. Alors il est vrai que Louis XIV est responsable dans l'état des finances et l'état d'endettement de la France qu'il laisse derrière lui. Mais en tout cas, dans la réalité, la France est toujours capable en 1715 de réarmer assez rapidement une marine. Le problème, c'est un problème de construction navale. Insuffisamment de vaisseaux ont été construits dans les dernières années de la guerre, chose qui pouvait tout à fait encore être solutionnée. Le deuxième point que je voudrais aborder est le fait que le coût a été partagé avec l'ennemi, au fond, quand on regarde les résultats, même si, encore une fois, les Anglais, eux, ont continué cet effort de construction navale. Mais pour regarder le coût, c'est le prix de la puissance navale. Il reste élevé, mais il l'est autant chez les Anglais et les Néerlandais. Selon Daniel Dessert, quitte à y inclure la première partie du règne moins significative, la marine du roi perd sous ce règne donc 151 vaisseaux de ligne, 38% de ses effectifs, 44% de ces constructions qui sont ou détruits, ou naufragés, ou
capturés. Pour ramener ces chiffres à la période qui nous intéresse, il faut au minimum donc retirer les 3 vaisseaux qui ont été perdus à la bataille de Tabago, en 1677. Il faut retirer aussi les 9 vaisseaux qui ont sombré dans ce désastre des îles d'Ave. Les Anglais ont connu même triste sort, et ceux qui ont été perdus lors de la construction de cette marine par Colbert, par accident, parce qu'il fallait bien effectivement éprouver ces vaisseaux. Donc on arriverait probablement à une perte de 130 vaisseaux. Pour la période qui nous intéresse, la Hougue, déjà mentionnée, voit 15 vaisseaux être incendiés, Vigo en 1702, même nombre, Gibraltar en 1705, 5 vaisseaux de plus petit format. Quant au siège de Toulon en 1707, on voit la perte effective de 2 vaisseaux, et puis effectivement les autres sont, sont renfloués par la suite, mais c'est vrai qu'il sera assez difficile de les réutiliser tous. Donc un vaisseau sur 3 disparaît au total. S'agissant des Anglais, 108 vaisseaux sont perdus, dont 48 capturés par les Français, et autant naufragés. Si l'on ajoute la marine des États, finalement les scores resteraient presque en faveur de la France. Rien qu'à Bévésier, la Hollande perd 7 vaisseaux, et il faut ajouter les dégâts causés sur les convoyeurs bataves par les armements mixtes ou l'escadre du Nord de Jean Bart durant la Ligue d'Augsbourg et de ses successeurs lors du conflit suivant. Ainsi, en 1694, pour protéger le convoi du Texel, Jean Bart s'empare-t-il de 3 de ses vaisseaux. 2 avaient été capturés l'année précédente à Lagos. Et si on ajoute effectivement des pertes qui ne sont jamais considérables, mais qui en s'ajoutant finissent par former quand même un nombre respectable, eh bien les pertes effectivement sont les mêmes. La seule différence, c'est le fait de ne plus pouvoir être à même de reconstruire les vaisseaux à la fin de cette période, à la fin de la guerre de succession d'Espagne. Alors, la course multiforme a bien été une réponse, mais qui se décline dans des directions qui sont insuffisamment inexplorées. Donc le troisième point que je voudrais développer, c'est la course et l'engagement opérationnel. Il est évident que la course comme outil militaire a eu un impact sur le déroulé des opérations, y compris terrestres. Les armements mixtes, c'est-à-dire le prêt à des vaisseaux, à des particuliers de vaisseaux du roi, selon des conditions qui évoluent avec la loi, selon la conjoncture, n'est pas que l'émanation d'une volonté prédatrice de l'État. Les escadres corsaires se mêlent à de petites escadres royales, toutes ont les mêmes officiers qui bénéficient du même avancement. Du Guestroin reçoit ses ordres de la même façon que Forbin. L'un commande une escadre armée selon le type de l'armement mixte à Brest, l'autre une escadre du roi. Les ordres sont exactement les mêmes. Quand, en 1712, Jacques Cassard vient quérir de la part de Jérôme de Pontchartrain ses ordres, eh bien, ce sont effectivement les ordres du roi qu'il devra appliquer et qui sont exactement contraires à ceux que lui dispensent ses armateurs, dont d'ailleurs fait partie le comte de Toulouse, amiral de France. Donc, des vaisseaux particuliers s'agglomèrent également aux vaisseaux du roi pour des opérations spécifiques. Et on le voit dès le début de la période. La première qui concerne cette période touche à la campagne du Spitzberg en 1693. Pontchartrain a accordé un vaisseau et 2 frégates qui sont donc armés à Bayonne, auxquels se joignent 3 grosses frégates Malouines. Cet armement s'empare, malgré une terrible résistance, de 13 baleiniers et autant d'autres prises avant de capturer au large du cap Clear un convoi antillais, un vaisseau de 48 canons et un brûlot avec 5 riches marchands. Donc vous voyez, ce que je veux expliquer là, c'est que le privé, les capitaux particuliers, ont permis aussi souvent d'amener de très grosses frégates de 40 ou 5 canons qui se sont ajoutés aux vaisseaux du roi et qui ont donc renforcé finalement la force des escadres qui étaient déployées. Alors, même les petits corsaires, encore que le nombre de capres capturés fasse que la sortie en mer n'est autorisée qu'à partir d'un tonnage, un armement et un équipage minimum, eh bien, ces petits corsaires jouent un rôle aussi dans le renseignement maritime, et cela n'est absolument pas négligeable, surtout quand on a besoin de savoir où se déplacent les escadres, quand elles arrivent, je pense à la guerre de succession d'Espagne aux alentours de Lisbonne, quand elles passent le détroit de Gibraltar et quand elles débouchent en Méditerranée. Le coût économique subi par les Alliés est assurément considérable. En 1707, les négociants anglais reprochent amèrement à la Navy ses défaillances dans ses missions de protection, évaluant le total des pertes à 3600 navires depuis le début de la guerre, soit 1 million de livres sterling.
Alors l'amirauté anglaise est lucide, hein, la France refuse désormais la guerre d'escadre, et donc est-il écrit dans un rapport, au lieu d'envoyer en avant de grandes flottes, les Français emplissent les mers de leurs corsaires et de divisions composées de leurs vaisseaux les plus maniables, et de cette manière, ils ont une vue étendue de toutes les opportunités pour attaquer le commerce, en comptant que la position de leur port leur offre des facilités très estimables. Alors en rédigeant de tels rapports, les autorités britanniques peuvent se persuader que la conquête de la maîtrise des mers est à ce prix. Il n'empêche, la guerre de course peut avoir aussi des implications directement, cette fois, militaires. Alors quand je dis directement, en réalité elles sont indirectes parce que ignorées à ce titre. Je m'explique. Le 22 octobre 1707, du Guestroin, qui navigue de commerce donc avec Forbin, on en avait parlé précédemment, attaque un convoi de quelques 120 voiles qui est défendu par 5 men-of-war, par 5 vaisseaux de guerre. Donc 3 vaisseaux sont capturés, un périt par le feu. Surtout 12 marchands sont arraisonnés, en partie grâce à 2 corsaires particuliers qui étaient dans le sillage de l'escadre. Parmi ceux-ci, 5 transports portant les chevaux destinés à reformer la cavalerie portugaise après la défaite d'Almanza, donc du 25 avril, et qui manqueront au marquis de Las Minas pour secourir la forteresse de Lérida. Donc on voit bien là que l'interception de convois a un impact direct sur le cours de la guerre. Mais autre chose également, et là il y a véritablement une recherche à initier à mon sens, Patrick Villiers rappelle qu'entre 1688 et 1713, les capres dunkerquois, donc on ne parle que de Dunkerque, Boulogne, Calais, Ostende un petit peu par la suite, ont effectué 30 000 prisonniers. 30 000 prisonniers ont été ramenés dans les ports donc, du Pas-de-Calais. À partir donc de 6 000 prises ou rançons effectuées. À Almanza, qui était sur la carte tout à l'heure, qui est exceptionnel par le nombre de prisonniers capturés, ce sont 12 000. 12 000 qu'on comparera donc avec les 30 000 ramenés uniquement à Dunkerque sans qu'il y ait de guerre, de bataille, je veux dire, ou de bataille en ligne de fil. Bien, dans le cadre du Guestroin en 1707, c'est-à-dire l'exemple qu'on a évoqué juste avant, plus d'1 millier de prisonniers anglais sont ramenés à Brest. Donc nul doute que cette monnaie d'échange permette le rapatriement à Saint-Malo de quelques 8 500 prisonniers français entre 1704 et 1711. Je veux dire par là que l'action corsaire, en ramenant des milliers et des milliers de prisonniers, a permis alors notamment à la course de s'entretenir, parce que moi qui travaille maintenant sur les camps calais, je vois effectivement des marins qui sont presque tous au moins faits prisonniers une fois pendant la guerre, certains jusqu'à 4, et qui retournent au pays et qui réembarquent sur un corsaire quelques mois après. Donc la rapidité de libération, si vous voulez, montre bien qu'on avait aussi des prisonniers à échanger et que c'était la course qui en était le grand responsable. Donc le fait de modifier la donne, savoir, et là c'est important, remplacer le combat en ligne de file par un abordage systématique, ce à quoi n'étaient pas habitués ni les Néerlandais ni les Anglais, donc un abordage de vaisseaux ennemis pour assurer leur neutralisation, effectivement a permis à la course de gagner sur le plan militaire ce point crucial qui est le fait de ramener donc dans les ports français des milliers de prisonniers. Alors quatrième point, également dont on parle insuffisamment, c'est la course comme maintien de l'activité au sein des arsenaux. La course n'est pas une manne occasionnelle. Ce n'est pas non plus une réelle substitution, comme on a trop voulu le dire, après la hougue. C'est en revanche un moyen pour la marine de survivre durant ces 2 conflits particulièrement longs et épuisants. C'est un modèle qui séduit, qui attire les capitaux et surtout qui est mis en place sans équivoque dès le début de la guerre, je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant de la succession d'Espagne. Les arsenaux comme Brest ou Toulon subissent socialement de plein fouet la baisse des armements et la pénurie de fonds, d'autant qu'ils sont le siège d'une véritable monoactivité liée au pouvoir public. Un arsenal ne construit, ne répare que des vaisseaux de guerre. Avec le temps qui passe, et aujourd'hui encore d'ailleurs, le thème de la misère devient une maladie incurable, comme le souligne en 1710 l'intendant de Brest, donc Robert, qui s'adresse à Jérôme de Pontchartrain, et ça concerne également la main-d'œuvre qualifiée. Alors voilà ce qu'il dit: nous commençons à perdre de bons et anciens sujets qui meurent de faim et de misère. Nous avons entre autres le sieur Jocelyn Elie, notre maître mateur, qui est à l'extrémité et qui meurt sans laisser de quoi se faire enterrer, quoiqu'il ait rendu au roi des services très significatifs. Si le sieur Elie avait été dans quelque
quelques villes de commerce comme à Saint-Malo ou à Nantes, il aurait gagné tout ce qu'il aurait voulu au lieu qu'il meure misérablement. Donc le problème, la guerre, touche particulièrement socialement donc ces deux arsenaux. Le résultat, eh bien, c'est que Brest devient, comme le montre donc la thèse de Jean-Yves Nerzik, une base d'armement pour la course ainsi qu'un chantier naval de première importance. 18 vaisseaux sont armés pour la course à Brest durant la guerre de succession d'Espagne, sans compter l'appui que la base peut fournir à Lorient, Le Havre ou Dunkerque. Le clan des Truins ajoute à ce chiffre 4 vaisseaux bâtis à Brest, un l'étau Port-Louis, et 14 vaisseaux ou frégates du roi armés à Brest en attendant l'expédition de Rio de Janeiro, avec une escadre dont 4 gros vaisseaux sont armés à prix fort. C'est-à-dire qu'on ne ménage pas le fait de leur faire payer effectivement tout à prix très élevé. D'ailleurs, ça étonne même le ministre en personne, qui pourtant a l'habitude de monter ses factures. Tous ces armements, toutes ces constructions, eh bien, ont permis à ces arsenaux de garder un minimum d'activité et d'éviter un chômage total et la fuite, donc tout simplement, de cette main-d'œuvre précieuse. Et puis, rien qu'en 1703, les Malouins construisent 10 corsaires, 19 l'année suivante, de 150 à 300 tonneaux, donc ce sont quand même de frégates importantes. Les bâtiments de taille modeste sortent des chantiers de Tallard, donc actuellement Sillon. Les grosses unités sont faites à Lorient, donc même l'arsenal de Lorient bénéficie aussi de ces constructions. C'est également à Lorient que la moinerie Mignac fait bâtir un superbe de 50 canons, Ducasse en fait bâtir un à Rochefort également de 50 canons. Ces navires sont généralement bien armés. La moyenne à Saint-Malo est de 1 canon pour 10 tonneaux. Donc on le voit, la course ne se mesure pas qu'aux prises de mer. Elle se mesure aussi au travail qu'elle génère, particulièrement dans les arsenaux. 5e point, la course comme levier économique au service de populations littorales. Selon André l'Espagnol, en incluant les prises et butins entrés dans d'autres ports, ne serait-ce que pour mieux liquider la marchandise, ce qui fait que tous les ports de la façade littorale profitent de la course à un degré ou à un autre, le produit brut lié à la course serait de près de 26 millions durant la Ligue d'Augsbourg, 26 millions de livres tournois. Donc un produit net de 20 millions et un bénéfice donc au final pour les armateurs de 20%. Avec 1275 captures, ça signifie donc ou prise ou rançon. Pour la succession d'Espagne, le produit brut serait de 33 millions. Le produit net atteignant donc 23 millions et le bénéfice donc atteignant, alors c'est pas 20% cette fois, c'est 15%. Mais c'est vrai que les voyages à la mer du Sud exercent un certain attrait à partir de 1705. Et donc le tout pour 886 captures. Alors à Dunkerque, Patrick Villiers dénombre 2094 captures pour le premier conflit. Durant la succession d'Espagne, Bromley recense 1685 captures. C'est beaucoup, hein, ça donne un petit peu le tournis. Alors, pour consoler quand même les Alliés, il faut dire qu'en Zélande à l'époque, les Zélandais ne chôment pas aussi, et que l'apogée de la course en France coïncide aussi avec l'apogée de la course en Zélande. Bien, donc les chiffres de Henri Malot ne sont pas remis en question. On parle de 22 millions de livres tournois de produits bruts ramenés par la course durant le premier conflit. Pour la succession d'Espagne, on a un petit peu moins de chiffres, mais Christian Pfister donne le chiffre de 12 millions pour 5 années de guerre, et Fauconnier parle, lui, d'un total de 30 millions, et qui n'hésite pas, en incluant les autres ports, à pousser à 50 ou 60 millions de livres tournois. Donc si effectivement on avait envie de vivre de l'autre côté du Rhin sur l'ennemi, les marins savaient exactement faire la même chose aussi. Donc, si vous voulez, tout cela forment des sommes très importantes. Mais il faut ajouter à cela ce qu'on pourrait appeler une économie parallèle, qui est peut-être d'ailleurs tout aussi importante. Alors, donc il faut refermer les livres de comptes, si vous voulez, où tous les chiffres, sont parfaits et s'additionnent convenablement, ou presque toujours, et commencer à réfléchir sur le bénéfice lié au pleintrage. C'est-à-dire le bénéfice que font les équipages lorsqu'ils s'emparent d'un navire ennemi ou neutre. Ensuite, il faut ajouter la fraude. Celle des marins, bien sûr, celle des officiers
surtout, croyez-moi, les exemples ne manquent pas dans les archives d'amirauté. Il faut aussi ajouter le marché de revente des prises, le marché du bateau d'occasion, que l'on revend à un prix convenu, si vous voulez. Donc effectivement, du coup, le montant doit être, le montant officiel étant de ça, mais il est certain que les négociants tirent un énorme profit de la vente de ces bateaux d'occasion. Quant à la population littorale, on le sait aujourd'hui, elle vit mieux de la guerre ou en période de guerre que les populations de l'arrière-pays. Et ce n'est pas un moindre élément pour expliquer une adhésion importante, et puis la naissance d'un mythe d'ailleurs de la course à cette époque. La course rapporte assez souvent à ceux qui, à la cour, ont misé dans cette loterie particulière. La vente du convoi au profit de l'État, je parle du convoi de Smyrne, est de 2 fois le budget de la marine. Donc ça pouvait effectivement intéresser certaines personnes. Pointis, en 1697, après l'expédition de Carthagène, ramène quelques 7,8 millions de livres tournois de Carthagène des Indes, en association donc avec les flibustiers, les habitants, les nègres qu'avait apporté Ducasse, le gouverneur de Saint-Domingue. Alors c'est un réel succès sur le plan financier, parce qu'avec la fraude, l'ensemble du butin, moi j'en ai fait le calcul un petit peu dans ma thèse, s'élève, à mon avis, à mon sens, à quelques 24 millions de livres tournois. Donc on passe à 7,8 à 24 en réalité. Alors le coût de l'armement montait à 1,4 million. Le bénéfice est donc, une fois soustraite la masse de Carthagène, c'est-à-dire ce qu'on a reversé aux habitants, et les 20% de frais et de dixièmes pour l'amiral, sont donc de 1 million pour le roi et de 4 millions pour les intéressés, soit près de 300%. Donc le mythe corsaire, évidemment, s'appuie sur ces recettes en oubliant de temps en temps les expéditions désastreuses. Les populations littorales aussi adhèrent. Les études qui sont faites sur les populations littorales actuellement, ça a été fait en Normandie, c'est en train d'être fait en Bretagne, montrent bien, et c'est très compréhensible, que tout marin passe par un corsaire pendant les guerres. À un titre ou à un autre. Il le passe parce qu'il embarque vraiment sur un corsaire, il le passe parce qu'en tant qu'embarquement sur un vaisseau du roi, il se trouve embarqué sur, par exemple, l'escadre de Duguay-Trouin, où là, il s'agit de faire la course, ou alors il passe sur un corsaire tout simplement parce qu'il va à Terre-Neuve ou qu'il va aux Antilles et que le vaisseau sur lequel il embarque possède une commission en marchandises et en guerre, ou en pêche et en guerre, et donc susceptible aussi de faire la course. C'est impressionnant de voir le nombre de pêcheurs à Cancale qui sont également canonniers. Bien, dernier point que je voudrais développer, et puis je conclurai sur les colonies, c'était ça le but premier, les convois. Une autre dimension de la guerre navale porte sur les convois, ce qui entraîne naturellement à aborder donc les colonies. Alors roi de guerre, roi de gloire, comme je voyais dans la salle à côté, sur mer, Louis XIV a bien plus récompensé ceux qui savent épargner ses vaisseaux, qui savent assurer le ravitaillement des populations en métropole et maintenir un indispensable lien avec les colonies outre-mer, que quoi que ce soit d'autre. Jean Bart reçoit la croix de Saint-Louis pour avoir ramené un convoi de blé depuis Kristiansand en février 1694. Il est anobli quelques mois après pour avoir ramené quelques 120 voiles d'un convoi de Norvège, ramené et repris sur les Néerlandais. En 1710, le sacrifice de Cassard sur les Clastans en rade de Bizerte est surtout récompensé parce qu'il a ramené un important convoi de blé à Marseille. Il fallait en 1710 là aussi nourrir la population provençale et nourrir d'ailleurs les armées qui étaient bloquées en Dauphiné, ce qui ajoutait effectivement à cette gageure. Et donc le début de l'ascension de Cassard est lié tout simplement à l'histoire des convois qu'il réussit à ramener ou à mener au Levant dans cette période si délicate de 1710 et 1711. Ducasse, avec lequel j'ai été marié en tout bien tout honneur pendant plusieurs années, dont l'ascension est la plus singulière de l'ancien régime dans la marine, devient amiral à la suite du convoiement de 3 flottes, dont la première permet la mise en défense de l'Amérique espagnole en 1702, les 2 autres permettant le retour en Espagne d'une importante quantité de métal précieux. Donc il devient lieutenant général des armées navales du roi de France et amiral des mers océanes du roi d'Espagne. Il est fait chevalier de la Toison d'Or et
commandeur de celle de Saint-Louis. D'ailleurs, j'attire l'attention, puisqu'on débattait de ça tout à l'heure, qu'à aucun moment dans les archives, je ne trouve la mention d'une volonté de la France de s'approprier de quoi que ce soit qui relève de l'Espagne. Il n'y a pas, l'union des deux couronnes n'a jamais été dans les propos des marins. Supporter la faiblesse de la marine espagnole était déjà suffisamment difficile comme ça, et il ne fallait surtout pas froisser les autorités espagnoles. Donc il n'y a jamais eu de plan, à ma connaissance, qui vise à capter les colonies espagnoles. Tous les plans de conquête datent de la guerre d'avant, où l'Espagne était notre ennemi, mais absolument pas après. On protège l'Espagne, on essaye évidemment de la piller, mais à aucun moment on ne cherche à s'emparer de ces territoires. Bien. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ces convois, qui sont aussi une dimension importante de la guerre sur mer. Et donc je conclurai sur les colonies, puisque les convois nous y amènent naturellement. Alors la monarchie Louis XIVienne a été très ambitieuse sous le ministère de Colbert, mais incapable, une fois la voie de l'expansion ouverte, d'assurer un approvisionnement efficace depuis essentiellement Rochefort. Au mieux est-il possible de parler d'un service minimum de Versailles. La première dimension donc de cette colonisation concerne le peuplement, particulièrement défaillant en Nouvelle-France. Comme le montre Boris Le Sueur, la descente dans le Saint-Laurent, je prends un exemple, menée par Sir Ovender Walker en 1711, comporte 5300 soldats, 6000 marins. La population en Nouvelle-France n'atteint pas 20 000 personnes. Donc vous imaginez bien que la force qui remonte le Saint-Laurent à cette époque et dépasse la moitié de la population qui couvre toute la Nouvelle-France pour le royaume. Donc disons que ce service minimum n'existait pas au temps de Richelieu. C'est donc tout à l'honneur de Colbert que de l'avoir mis en place. Les erreurs et les confusions du ministre concernent bien plus le théâtre de l'océan Indien. Il y a eu cette grosse confusion entre conquête de Madagascar et puis établissement avec des comptoirs en Inde. Mais disons que l'Amérique est plus intelligemment gérée, en dehors, bien sûr, d'un blocage religieux dont ne s'embarrassent pas nos voisins. Mais les colonies, et c'est le principe, à partir des années 1680, en gros, doivent assurer leur défense avec des moyens de secours dispensés avec grande parcimonie. Donc les escadres, telles celles envoyées sous le commandement de Détré à la fin de la guerre de Hollande, n'avaient pour objet que de poser les bases d'une occupation française et réduire l'influence des rouliers des mers. Après, c'est-à-dire avec Seignelay et les deux Pontchartrain, les colons doivent compter sur la chance et sur eux-mêmes. La baraka est un facteur impossible à intégrer avec précision, vous l'imaginez bien, mais tellement présent. Les colons doivent s'organiser par eux-mêmes. Alors les Canadiens se forment avec succès à la guerre indienne et leurs coureurs des bois. Les flibustiers aux Antilles donc deviennent les auxiliaires indispensables des autorités. Enfin, il faut reconnaître qu'à l'autre bout du monde, Versailles, à défaut de moyens, a aussi su envoyer de grands serviteurs, donc pour le commandement opérationnel comme pour l'administration en elle-même, que ce soit donc des intendants ou des gouverneurs. On parlera de Frontenac, on parlera de Ducasse, on parlera de Blénac et de bien d'autres. Enfin, les hommes portant l'arme qui sont acclimatés sur place contribuent à défendre bien mieux que n'importe quelle armée métropolitaine leur colonie. On l'a d'ailleurs très bien compris en développant la flibuste ou en développant ces coureurs des bois alliés aux Indiens. Le premier empire colonial français, hors l'envoi de Prouville de Tracy entre 1663 et 1665, avec donc 4 compagnies de marine, et à la même époque l'envoi du régiment de Carignan-Salière donc pour le Canada, ainsi que quelques compagnies qui sont jetées à la Martinique. Voilà, c'est toutes les troupes qui défendent les colonies. Et donc, en fait, cette défense repose bien peu sur la chose militaire. En 1713, il n'y a que 56 compagnies qui sont entretenues outre-mer. Alors, je voudrais juste prendre un exemple que vous compreniez peut-être un petit peu mieux. Jusqu'en 1697, c'est-à-dire la fin de la guerre, donc il était un petit peu trop tard pour les envoyer, à Saint-Domingue, il n'y a eu qu'une
compagnie entretenue, donc 50 sur le papier, 30 étaient morts très vite, donc grosso modo une vingtaine de soldats, pour couvrir un territoire qui, bon, écoutez, est un peu plus grand que la Belgique. Donc vous regarderez combien que ça fait de bouts de soldats au kilomètre carré. Ça c'est quelque chose. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'envoi de compagnies entretenues et puis ensuite le remplacement de la marine par l'armée de terre et puis après une dernière recomposition avant la Révolution française, c'est l'affaire du XVIIIe siècle. C'est à partir de la Régence, alors qu'on construit moins de vaisseaux, qu'on commence à envoyer plus de soldats aux colonies. Avant, il a fallu se débrouiller tout seul. Alors, durant donc ces deux conflits, il n'y a à proprement pas parlé d'expansion. Hormis la Louisiane. C'est vrai que cette expansion en Louisiane, initiée par Cavelier de la Salle, se prolonge pendant ces guerres. C'est le seul gain territorial que l'on peut observer. On peut ajouter à ça une meilleure connaissance, puisqu'on en a parlé depuis ce matin, la connaissance, il n'y avait pas de carte pour la Norvège, il n'y en avait pas forcément non plus pour le golfe du Mexique. Toutes ces connaissances se fortifient, je dirais, durant ces deux conflits. On connaît mieux le golfe du Mexique, on sait passer par l'isthme, par le Darien, on sait franchir l'isthme de Panama, on connaît le Cap Horn, les flibustiers le montrent au Malouin par la suite, et donc on arrive très facilement à déboucher dans les mers du Sud, ce qui sera effectivement particulièrement intéressant lors de la guerre de succession d'Espagne. Mais si vous voulez, voilà, rien véritablement qui marque une expansion. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que les Anglais sont pas mieux lotis. Il n'y a pas de colonies supplémentaires durant cette époque, et ce que l'on peut dire, c'est que durant ces deux conflits, les Français ont bridé tous les efforts britanniques pour s'étendre, et que ceux-ci n'ont pu le faire qu'à partir du XVIIIe siècle. Pour finir, les entreprises françaises initiées sur place, ou alors avec un apport métropolitain, ou directement armées depuis la métropole, comme l'expédition de Rio de Janeiro, ont toujours un objectif diplomatique. Il s'agit toujours de peser sur la diplomatie. C'est clairement le cas en 1697 avec l'envoi de Pointy, c'est clairement le cas avec du Guestroin à Rio de Janeiro, on veut peser sur les Portugais, c'est clairement le cas de Cassard en 1712-1713, on veut peser sur les Néerlandais et toujours sur les Portugais qui sont les derniers à ne pas vouloir la paix. Mais ce sont aussi des opérations de pillage plutôt réussies. Alors donc les attaques franco-indiennes bien sûr contre la Nouvelle-Angleterre ou Terre-Neuve, le pillage de la Jamaïque, on peut y revenir si vous le souhaitez en 1694, de Carthagène en 1697, mais aussi prise de petites Antilles comme les Leeward Islands, Saint-Christophe ou Antigua avec Iberville, Montserrat, à quoi s'ajoute Paramaribo, Wilhelmstadt avec Cassard. Celles diligentées en revanche par les Alliés avec semblables objectifs sont des fiascos retentissants et parfois de véritables désastres sanitaires. Phipps et Winthrop en 1690 et Walker en 1711 au Canada pour la Nouvelle-France. C'est pire encore aux Antilles, avec qui consulte par exemple la thèse de Christian Bûcher. Depuis la tentative de Codrington et Wright sur la Guadeloupe en 1690, celle de Wilmot et Livingston dans les quartiers nord de Saint-Domingue en 1695, là aussi désastre sanitaire, ou la tentative d'interception de Neville et George Meese en 1697 qui vire au drame à cause du vomito négro, mais figurez-vous, voilà, cette escadre parvient à prendre un des vaisseaux de l'escadre de Pointry, il s'agit du navire hôpital, donc avec la fièvre jaune à bord. Donc voilà. Et puis celle de Walter et Codrington en 1703 à la Guadeloupe. Donc impréparation, insuffisance des vivres, longueur des opérations, épidémies qui finissent par se développer, mésentente flagrante entre commandants de mer et commandants de terre. Le résultat aboutit à une série d'échecs cinglants dont, alors il faut le dire, les Anglais tireront les leçons au siècle suivant. C'est quelque chose de très clair. Donc voilà, j'en ai presque fini. Simplement à dire également que débrouillez-vous pour vous défendre. On vous envoie le peu que l'on peut, mais on ne pourra pas plus. C'est ce qu'on trouve dans toute la correspondance émanant du secrétaire d'État de la Marine. Il faut voir effectivement les vaisseaux de guerre, quand ils arrivent dans les ports de Saint-Domingue, dans quel état ils sont. On se demande même si on ne les envoie pas mourir aux Antilles plutôt qu'autre chose. Mais
finalement, dans cette période, eh bien, c'est là que certaines colonies vont former la richesse qui sera la leur du XVIIIe siècle. Si je prends l'exemple de Saint-Domingue, c'est tout à fait extraordinaire de voir que c'est pendant la guerre que l'économie du sucre va se mettre en place et que ce qui va devenir la perle des Antilles, eh bien, jette en quelque sorte les fondements, réunit les conditions en pleine guerre et de façon isolée pour cette prospérité à suivre. Voilà, je vous remercie.